Zèbre furieux, héron loufoque, tel aurait pu être son totem scout. Cet humoriste chansonnier jette et jacte en solo depuis 1981. J'ai en face de moi Pierre-Henri. Bonjour. Qu'on appelle parfois PH. Bon. Il y a des jeunes qui m'appellent PH en anglais, ça veut dire PH, quoi. Hein, Et avec le film récemment conçu, je rappelle l'histoire du saltimbanque que je suis, ça s'appelle FAMUC. Ça veut dire P-H-A-M-U-C, ça veut dire Pierre-Henri a mangé un crabe. Et on voit manger un tourteau. Une des séquences du film. En disant ça, vous nous annoncez la couleur. Mon surnom, FAMUC. Les mots sont drôlement importants pour vous. Oui, très important. Enfin, l'écriture, l'ouverture que ça laisse à l'esprit, à déformer les mots, les sens, et à utiliser le langage dans une poétique humoristique ou plus sérieuse, plus grave, plus profonde, simplement. Le rire fait penser. Oui, ben, l'humour suffit à lui-même, mais on a envie parfois de diffuser d'autres tournures, d'autres modes d'esprit, et sur des sujets humains. Le social, l'humain, l'homme, femme, etc. Les totems que j'ai cités au début, zèbre furieux, héron loufoque, vous les acceptez? Oh oui, ils m'ont dit fou furieux, j'ai eu toutes les appellations de ça, en fonction des sketchs que je faisais. Donc j'ai gardé un peu tout le relief de ça. Et ça permet d'exprimer comme ça 1h20, 1h30 de spectacle, avec 1h40 maximum, parce qu'après je considère que les gens, sur 1h, ils reçoivent beaucoup de choses. Une densité de texte, il faut quand même faut décompresser un peu. Après, faut dégonfler un peu le boulon, quoi. un peu le pneu. Vous craignez la dépression, nerveuse ou verbeuse? Oui. Ça, maintenant, je l'appelle Où va le monde, hein, ça remplace dépression verbeuse, mais c'est une continuité de ça. Mais dans le dernier spectacle avec mon musicien Patrick Fournier, on a créé Fracas. Parce que c'est le fracas entre le rire et l'émotion. Donc le douloureux, la joie et le drame. D'un monde qui est sans cesse en évolution. Et en tourment, on peut dire ça. Vous avez commencé le théâtre en fait en 1972, hein, oui. Dans une pièce qui s'appelait La Naissance. La Naissance, oui. Ça portait bien son nom. Mais je commençais déjà le cabaret en décembre 70, à Bruxelles, à la Grand Place, au Grenier aux Chansons. Et en 71, en mai, je remporte le seul concours que j'ai fait. Voilà, j'étais lauréat de la Clé d'Or à Mons, à la frontière franco-belge, au Théâtre Royal. Et dans cette foulée, un an après, on me demande de faire une pièce d'Armand Gatti sur la révolution guatémaltèque en 1972, c'était en février. Vous êtes un homme du Nord? Oui, oui. Nord-Nord-Est. Ah oui, bien sûr, parce que mes racines sont là-bas, hein, vraiment. Mais comme dirait Brassens, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Donc on va pas trop parler de... Aussi, j'ai beaucoup de tendresse pour mon village, toujours. Mais ça n'a rien à voir, c'est une chose, c'est une trajectoire de l'enfance et de l'adolescence, et après la vie commence. Enfant, vous étiez quelqu'un qui aimait rire ou qui faisait rire, ou les deux? Ah ben j'aimais les deux, oui. Et j'étais un peu un joyeux cancre. À l'école, je perturbais les cours en fonction des professeurs au collège, et déjà avec l'instituteur. J'étais un bavard, timide, mais quand je me mettais à bavarder, j'essayais de sortir une vanne, une plaisanterie complètement comment dirais-je, à contre-pied de ce que disait le professeur. Où j'imitais, je faisais des voix, j'imitais les professeurs, j'imitais les élèves, j'imitais les voisins, le maire, le curé, etc. Et en famille, qu'est-ce qu'on en pensait? Bah, on pensait que c'était une façon de... Je faisais rire aussi, parce que c'est comme ça qu'on démarre, mais je disais peut-être que ça va passer, quoi. Eh bien non, c'était les prémices d'une carrière que j'allais entamer à partir de 22-23 ans. Même militaire, j'ai créé des spectacles
en imitant Général de Gaulle. Donc c'était... Alors on me recommandait de ne pas déborder dans le sens politique. Donc je parlais de la crise du football français à l'époque, qui était dans les années 67-68, qui était au bord du drame, avec la voix du Général de Gaulle. Ce qui me permettait de la dérision sans passer par la politique. Les officiers appréciaient? Oui, ah oui, beaucoup. Mais non, je faisais plein d'autres imitations, j'en faisais, je sais pas, 50, 60, 80. Mais comme ça, c'était un plaisir d'un départ de carrière éventuelle. Et à l'époque, vous aviez plus ou moins dans la tête dire c'est peut-être de ce côté-là que je peux faire mon métier. Oui, absolument. Ça, j'étais décidé à me lancer dans un petit cabaret littéraire. En gardant mon boulot pendant encore 1 an et demi, je crois une vingtaine de mois. Quel était ce travail? Dans l'hôtellerie. J'ai travaillé en usine en Allemagne pour apprendre la langue. J'ai été magasinier quelques mois, 5-6 mois. Après, je suis parti directement en Belgique en prenant quelques semaines de vacances dans mon patelin. Et j'ai démarré en 1964. Voilà. Un boulot, chasseur d'hôtel, pour devenir ensuite... la réception, etc. et tout, pendant 8 ans. Et de là, j'ai eu l'opportunité de trouver un lieu. Je faisais beaucoup de sport aussi à ce moment-là. Puis on me dit, il y a un truc pour toi, c'est un petit cabaret littéraire qui se trouve près de la Grand Place à Bruxelles, qui n'existe plus maintenant. J'ai passé, regarder un peu les vestiges de ce lieu. Et c'était un point de départ, un point d'ancrage. Et puis le théâtre à Bruxelles, et puis il démarre à Paris en 79. Qui vous faisait rire à l'époque? Plein de choses, plein de gens. Moi j'étais amoureux de Laurel et Hardy, aussi bien que de Chaplin, de Buster Keaton, en passant par le clown Grog, en passant par Zavata, qui pour moi était... Là, je le raconte dans Fracas, je raconte tout ce qui m'a amené à faire ça. Et Zavata, je l'ai vu au cirque, dans ma sous-préfecture, dans les Ardennes, avec le cirque Bouglione. Et j'ai revu, là, il y a quelques années, le patron du cirque Bouglione, Pépé González, Pépé Bouglione, et on a parlé de Zavata. mais j'avais déjà 50 ballets. Vous auriez pu être un clown de cirque? Ah ouais, je trouve ça magnifique, mais en humoriste, avec ce que je fais moi, c'est un peu vers le clown, une tendance dans ce comique-là. Mais j'ai un respect formidable pour le travail des clowns, tout le cirque, c'est quelque chose de passionnant, de formidable, quoi. Mais je suis plutôt cabaret, formation naturelle, autodidacte, du cabaret. Et du théâtre après. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes plus dans les mots et le clown serait plus dans un comique de situation, oui, de situation visuelle? J'aime bien le comique de situation, parce que je m'en sers aussi, mais il n'est pas une manière définie de ça. Il vient à l'intérieur des choses visuelles, quoi. Des choses visuelles. Mais l'outil du mot est la base même de ça, quoi. Donc vous avez dû aimer De Vos? Forcément. Fernand Reynaud était aussi, parce que sur 1 mètre carré, je me dis, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est vers ça qu'il faut aller, convaincre, persuader les gens de raconter des choses simples et à la fois invraisemblables, comme le plombier, tout ça. Puis d'autres, Robert Lamoureux. Puis après, je les ai rencontrés, j'ai travaillé avec eux. Robert Roca chez les chansonniers, Pierre-Jean Maillard. Darry Cole, aussi, il y a des choses très différentes, des gens de cinéma, de théâtre, de musical. Donc je les ai tous vus. Regardés, revus à la télé. Bourvil, qui était quand même qui m'a beaucoup inspiré. Alors que je ne fais pas du tout ce que fait Bourvil, mais enfin, c'est les gens qui nourrissent énormément la capacité à faire ça. Vous avez eu des moments de déprime, l'impression de dire finalement... moi je suis un pessimiste euphorique. Je crois que on est vraiment mal barré, là. Ça fait un bout de temps que ça dure. Mais j'aime bien être avec les copains, les copines. Et puis faire un peu la fête, comme ça, après. Et qui vous fait rire maintenant, parmi les nouveaux venus?
Oh, les nouveaux comiques, mais il y en a forcément qui... Mais je pense qu'ils travaillent tous un peu dans le même moule. Si on a un moule d'un côté, mais il y a 15 qui vont faire taper dans le même truc. Mais il y a forcément qui sont très bons, qui vont faire, j'espère pour eux, une longue carrière. Mais c'est plus un comique de mode que je trouve, je ressens plus qu'un comique vraiment de définition, de passion. On verra bien. Il y en a, mais j'ai connu Smaïn, je l'ai un peu parrainé dans les cabarets à Paris pour lui donner un coup de main. Donc, il avait forcément une nature comique visuelle et des expressions naturelles fantastiques, vraiment drôles. Mais voilà, après, leur vie continue et dans quel aspect ça se joue après, ça, eux seuls le savent. Humoriste, chansonnier, vous faites une différence? Quand j'étais au caveau de la République pensionnaire, j'étais considéré dans l'humour pur. C'est-à-dire que les chansonniers prenaient souvent un ou deux artistes. On était une dizaine à passer à l'époque de ce que j'appelle le vrai caveau de la République, dans la tradition. Et on était parrainés, on était forcément encouragés à rester plusieurs années là-bas, même 15 ans s'il fallait. Moi, au bout de 3 ans, j'ai voulu aller plus vers le one-man show. C'était une très belle école, c'est une institution, le caveau. De cette époque-là. Maintenant, c'est devenu... Je n'en dirai pas plus. Non, c'est devenu un réseau pour comiques de café-théâtre. Alors que les chansonniers, j'ai connu Edmond Meunier, Robert Roca, Anne-Marie Carrière, Pierre-Jean Vaillard, Garcimore, les frères ennemis, qui étaient eux-mêmes des humoristes, fantaisistes, et qui viennent tous de l'école du cabaret. Puisque les deux ânes et le caveau, la lune rousse dans le temps, c'était spécifiquement les grands chansonniers, les hommes de plume et de pamphlets. Et en 1901, le caveau de la République est né vraiment de son appellation. Et avant, ça s'appelait la Vacherie, du temps de Napoléon III, et c'était fermé. On l'a fermé, on l'a interdit. Parce que c'était un beuglant. Un grand beuglant pouvait boire, fumer, et les gens s'invectivaient sur scène. Enfin, ils sortaient des pamphlets contre le gouvernement, contre la société. Et c'est devenu ensuite une institution qui s'appelle le caveau de la République. Vous donnez un peu la définition pour vous de ce que l'on pourrait être quand on est un humoriste chansonnier. Oui, on fait rire, mais derrière le rire, il y a quand même une intention du pamphlet, de l'ironie, d'une critique pour, si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, susciter l'esprit par les mots. L'engagement aussi. Un engagement. Un engagement voilà, de servir un texte avec un fond. Pas qu'une forme, un fond. Une intention. Une intention. De parler de quelque chose, même du désarroi, de la solitude, de l'amour, de la mélancolie, on peut parler de tout ça. Et aussi de la souffrance du monde, du mal de vivre. Sans méchanceté. Ah non, il n'y a pas de méchanceté. Il faut être concret, il faut être révolté. Et marcher et danser sur le malheur, comme dirait mon ami Jean-Louis Rodin au théâtre, danser sur le malheur, c'est le rôle de l'acteur. Un aboyeur de carrefour, pour dire le monde va mal. Alors sauvons-le, sauvons-nous ensemble, déchirons le drame. Et parlons-en. Donc c'est ce que vous faites sur scène, c'est ce que vous allez faire ce soir à Viricelle. Demain, vous allez faire à Rive de Gier, c'est le même spectacle? Bah oui, ce sera la même chose. Le même. Est-ce que des moments vous permettez, en fonction du public, des variantes, une improvisation selon les réactions? Je travaille tout le temps sur des dérapages d'impro qui me viennent. Nous, non, je ne cherche pas à les appliquer, ils viendront naturellement. Mais ça ne sera jamais les mêmes. Et vous faites des Donc on ne voit jamais la même chose, même quand c'est pareil. Et vous faites des trouvailles que vous gardez par la suite? Oh oui, souvent, oui. J'ai mon sketch de la trompette. Je ne sais pas si je le ferai ce soir, parce que parfois il prend beaucoup de temps. Et il peut aller jusqu'à la douce folie, quoi. Ça, c'est un truc qui ne sert absolument à rien, qui est inexplicable à la radio, puisqu'il faut le voir. Ça, c'est visuel. Mais ça part
d'une récréation, quoi. Ça détend les gens un peu, autrement, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête pour réfléchir à ci ou à ça. Ils sont un peu dans c'est une liberté de raconter une chose qui n'existe pas et qu'on croit faire exister. Ça a joué d'un instrument qui n'existe pas, quoi. Mais qu'on voit, que j'imagine, et que les gens voient comme s'il existait éventuellement alors qu'il n'y a rien. Donc c'est compliqué de parler de ça. Non, vous travaillez sur l'imaginaire, l'imagination, beaucoup, là. Beaucoup. Donc j'ai toute une panoplie de sketchs qui ont été écrits une époque qui racontent ça, et puis d'autres. Alors je garde des anciens, on me demande toujours mon tableau ABC. Il a 31 ans, bientôt, là, au printemps prochain, d'existence. Et chaque fois que je ne le fais pas, parfois je m'en passe. Mais on me le demande quand je le fais vers le début, comme ça je suis tranquille. C'est fait. C'est un dessin absurde, c'est une revanche sur les mathématiques. J'ai beaucoup souffert. Donc ça m'a servi de point de revanche formidable. Puisque vous aimiez les mots à l'école, c'était pas un moment, lorsqu'il était question de lire des textes, c'était pas un moment où vous étiez plus à l'aise, Aussi moins... la récitation, la rédaction, tout ça, bien sûr. C'était mon kiff, quoi, on peut dire. Ah oui, ça, absolument. Est-ce que je peux vous demander les auteurs qui vous ont marqué? Oh là là, maintenant c'est avec le théâtre, Victor Hugo bien sûr, pour d'autres raisons. C'était Rimbaud, Apollinaire, Verlaine, les poètes, Baudelaire, tout ça, c'est monté entre l'enfance, surtout l'adolescence après. Je lisais par cœur les 108 vers de Ruy Blas de Victor Hugo, j'avais 9 ans. Et j'apprenais Cyrano de Bergerac, etc., par cœur. Donc c'était l'exercice de faire un effort sur un texte, ou de l'apprendre, ou de m'amuser, apprendre, de travailler sur Corneille, Racine, Molière. Vous étiez d'une famille où l'on lisait? Et puis la littérature, je lisais beaucoup, oui. J'ai lu beaucoup entre 7-8 ans et 17-18 ans. On lisait chez vous? Ah, beaucoup, oui. Donc il y a eu cette influence? Ah oui, l'influence de mon grand-père, chanteur lyrique, il me faisait écouter du bel canto, l'opéra, l'opérette, tout ça. Donc j'écoutais ça au même titre que les comiques, que j'écoutais les chansonniers ou les humoristes. Hein, donc il y en avait un pagaille. J'avais une collection de 170 disques de rire. Hein, c'était énorme, j'avais toute la collection. D'Arigat Fouziquet, Bach et Laverne, jusqu'à Reynaud, Deveau, c'est tout cela, quoi. Donc c'était soulageant parce que pour les copains à l'école, je faisais Jacques Boudin, j'imitais Fernand Reynaud, j'imitais tout ce que les gens entendaient à la radio, quoi. Ou Jean Nohain, qui est un animateur, ou Léon Zitrone, et tous ces gens-là, Roger Coudert. Donc c'est toutes les facettes de déformer un peu les personnes en question, les personnages, et d'en faire des petits croquis sympas. Mais est-ce que votre humour passe au-delà des jeunes de 20 ans bien sûr, il passe par l'écriture, pour une fois. Mais je peux travailler avec des slammeurs, avec des rappeurs, aussi librement. Je peux chanter du rap, on a trop déconné hier soir au café, c'est pour la rue qui est à nous. Donc, c'est des choses que j'ai écrites qui m'ont demandé, eux, de mettre sur leur album. Donc, quand j'ai des jeunes de 20 ans, 18 ans, 19 ans, 23 ans, qui sont là, ils ne voient pas, ils sont heureux d'entendre... Je ne suis pas à côté de la plaque quand je suis dans la plaque. Et heureux de l'être. Oui. Parce qu'eux découvrent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et moi, je suis avec eux dans la génération de leur dire, de parler argot aussi et verlan. Dans les yeux des banlieues, c'est argot, verlan, mais ça raconte la situation des banlieues en 3 minutes 20. Voilà. Comme un poème, mais comme un truc nécessaire de parler de ça. Et non pas de critiquer ça. De mettre ça en éveil au clair et raconter le fait de ça. C'est toujours, en fait, c'est toujours le manque d'amour qui tue les gens. C'est le manque d'amour. Rien d'autre. Vous voulez dire que le rôle de l'artiste, c'est d'éclairer, de rendre les gens éveillés? Le grand drame du monde, c'est ça, quoi. C'est le social, c'est l'abandon, le phénomène de l'abandon. C'est le chômage, c'est le licenciement, c'est l'horreur, c'est toutes ces horreurs là, et qui engendrent forcément d'autres horreurs par la suite, parallèlement à ça. Alors que la chose la plus importante à traiter aujourd'hui, enfin, c'est la solidarité entre les peuples, entre les gens, l'amitié, l'amour, quoi. Voilà.
Pierre-Henri, lorsque les gens sortent de votre spectacle, vous êtes content parce qu'ils vous ont applaudi. S'ils vous ont applaudi, c'est qu'ils ont passé un beau moment. Oui. Mais vous attendez aussi donc que par la suite, vous avez semé, je ne vais pas dire une petite graine de révolte, mais un petit quelque peu chose réfléchir, oui. qui va leur Tendrement. voilà, Faut dire ça. pour regarder le monde autrement. Voilà, pour dire. Les gens, ils sont chacun leur. Mais m'amuser à égratigner des choses que je n'aime pas, donc des gouvernements, ou le mensonge, puisqu'on vit dans un siècle de mensonges, et qu'on fait encore croire, on remet la pommade, on remet le mensonge dans le creux du mensonge, qui était déjà un ancien mensonge d'avant. C'est une trahison, quoi. Tout à l'heure, vous parliez du beuglant. Vous êtes tout à fait dans cette tradition-là. Oui, même le calembour tonitruant peut servir de coup près. Voilà, comme si on assommait avec un marteau une idée. On peut évoquer comment vous travaillez, votre méthode. Comment vous faites l'observation. L'observation. Lire beaucoup la presse, entendre beaucoup la presse, entendre les journaux télévisés. Parfois, je passe 5-6 heures par jour à écouter des débats, des trucs comme ça. Et là, je trouve des failles et je peux m'en servir dans mes textes. Et des moments, vous vous mettez au travail, vous dites, bon, allez, là, il faut que j'en fasse quelque chose. L'écriture, c'est autre chose. Quand on démarre un texte, là, je travaille sur la crise, j'écris déjà 6-7 pages, je voulais faire un manifeste amusant, enfin, pamphlet, et finalement, je vais peut-être en faire un poème, comme Les œufs des banlieues, où je vais dire la crise, elle part de là, et elle est responsable de ça, et ça fera ça. Enfin, sans aucune prétention de ma part, je n'ai pas une instruction de l'ENA, ni rien que ce soit. Moi, j'ai eu le certificat d'études à un moment donné, grâce aux Français d'ailleurs. Grâce à Jacques Prévert. J'ai eu 2 certificats d'études, un en Belgique, en France, et après j'ai vu que ça commençait à me bassiner, pas très studieux. Lorsque vous avez fait un texte, lorsque vous avez écrit quelque chose qui vous semble déjà prendre corps, vous avez des personnes auprès de qui vous le testez, vous l'essayez pour voir les premières réactions. Toujours. Vous avez des gens bien précis. Je leur parle comme ça aussi, du beau temps, de la pluie, du beau temps, je sors une vanne sur, en écoutant quelqu'un qui parle à côté, il parle de politique ou de catastrophe, je sais pas, je sors une vanne comme ça. Et donc au hasard. Par exemple, j'ai fait un truc sur le Japon, le tsunami. J'ai dit les tsunamis de mes tsunamis sont mes tsunamis. Donc c'est des réponses de dérision. La dérision est très très importante. Tourner en dérision les choses les plus graves. Autrement, on ne parle plus de rien. Je voulais savoir si vous aviez des personnes en qui vous avez une grande confiance pour avoir leur réaction à eux, des amis, des proches, de famille. Oui, et d'autres que je ne connais pas, que je teste. Voilà. Les deux. Oui, dans un café, souvent c'est au café, c'est dans les bistrots qu'on trouve la meilleure inspiration, qu'on écrit mieux aussi. Moi, je suis très tenté par les bistrots. C'est mon village, le bistrot. Et la rue. Marcher là, marche beaucoup, moi je suis un grand marcheur. Donc j'aime bien entendre le bruit de la rue. Je ne mets pas de Walkman sur la tête pour écouter des disques. Je marche avec le bruit de la rue. Et là, j'ai les yeux pour voir en même temps. Donc ça, revenu de ça, je peux écrire des choses. Comme ça. Presque à chaud. Hein, le jour même ou le lendemain matin, très tôt. Ouais. Je ne vais pas attendre 3 mois pour le faire. Là, la crise, j'ai le temps. J'ai le temps de... Mais j'attends encore parce que j'ai la matière pour le faire, mais je veux la traduire autrement. Il vous est arrivé de renoncer à quelque chose que vous aviez commencé à écrire? Oui, ça va aller. J'écris des trucs, parfois je me dis, ça me fait rire. C'est des faits divers complètement alambiqués, complètement fous, quoi. Un fait divers banal, dans une petite ferme, on constitue nulle part, entre le Limousin et le Nord-Pas-de-Calais, donc on ne sait pas où on est. Et à 2 pas de l'Ariège, donc on ne sait pas. Mais on est dans une ferme, et là il se passe un drame. J'invente ça, mais c'est pas dans mon répertoire, mais ça fait partie de ce monde-là, quoi. J'invente qu'une fermière pète les plombs, elle tue le chien, le canard, tue la basse-cour, puis s'ensuit une catastrophe qui est déjà mondiale, quoi. C'est la fin du monde. Voilà, mais bon. Peut-être que je le ferai jamais. Hein. Il est écrit, mais je le laisse là. Peut-être qu'il sera transformé un autre jour. Mais voilà. Mais c'est le besoin d'écrire toujours des choses qui me font rire.
qui peuvent m'amuser. Si je ne ris pas de mes trucs, je ne peux pas les dire. Vous avez autant de plaisir à ce moment-là, lorsque vous commencez à entendre et à écrire, autant de plaisir que lorsque vous dévoilez ça sur scène? Ah Ou oui, c'est la scène, toujours le même plaisir. c'est le même plaisir. Ah ben, c'est unique, Bedos en parlait il n'y a pas très longtemps, il dit que rien ne remplace le contact avec le public et de raconter, partager 1 heure, 1 heure et demie avec les gens, c'est quand même... Hein, c'est quand même 1 heure ou 2 avec les gens, c'est quand même assez formidable, parce qu'on n'est pas là pour dominer, on est là pour partager un sentiment d'oubli dans lequel on peut inventer les choses et se faire un peu rêver ou réfléchir, c'est tout. Et rire, si possible. On n'est pas là pour imposer aux gens, on n'est pas là pour éduquer les gens, on est là pour aller secouer un peu le cocotier, c'est tout. Dans la joie, la bonne humeur. Dans la joie et la bonne horreur, parce qu'on vit plus dans l'horreur que dans l'humeur. Mais voilà, et toutes ces choses-là permettent d'inventer de l'actualité, de la garder, de l'acheter, d'en mettre une autre. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire si on veut, mais on doit un peu toucher à tous ces sujets d'une façon inattendue. C'est que les gens, on les amène par là et on les fait repartir de l'autre côté. Donc ils chopent au moment où ils prennent. C'est un débit de parole, c'est un état d'esprit. Il y a quelques mois, dans notre pays, il a été beaucoup question de la retraite. Vous imaginez une retraite pour vous? Non, sans de question. J'ai pris ma retraite en sortant de l'école. C'était le début de ma retraite. Non, mais je pense vraiment que l'enfance, même si elle est un peu privilégiée, assez heureuse, même très heureuse, je m'en fous, quoi. Parce que après, la vie commence vraiment. Et c'est là qu'on connaît la difficulté, le mariage, les enfants, etc. Il faut être aussi fidèle à ne pas aimer le mariage et surtout ne pas divorcer. C'est très dur, mais même si on souffre, parce qu'on a choisi ça. Hein. Alors, on se marie trop jeune, c'est un peu mon cas. Mais j'ai pas de regrets, ça. C'est encore la notion de l'engagement qui est ressurgie, là. Ah oui, il faut être fidèle. Être dans ce que l'on fait. Faut être fidèle à ce qu'on aime le mieux. On ne change pas. Moi, j'aime les gens et voilà. Mais merci beaucoup. Merci.